Le second sujet de cette émission du soir, en ce lundi 14 octobre 2024, c'est la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais donner la parole ici à quelqu'un qui, sur les médias officiels et les médias mainstream en France, est présenté comme un spécialiste de cette affaire. Le général Trinquant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un ancien général de l'armée française qui a occupé à un moment donné des fonctions dans les missions des Nations Unies. Il y a très longtemps. Actuellement, il est à la tête d'une société militaire privée et il est un négociant d'armes, ce qu'on ne dit jamais quand il passe à la télé. Au point que les gens pensent qu'il est encore dans ses anciennes fonctions de général détaché auprès de l'ONU. C'est pas vrai. Actuellement, il est président d'un groupe de négociation, de conseil en matière de stratégie et qui fait de la négociation d'armes. Par exemple, j'ai pu retrouver sa trace dans la négociation des achats d'armes au Cameroun par le régime de Paul Biya il y a quelques années. C'est ce qu'il est. C'est un négociant militaire, c'est un facilitateur, c'est un conseiller militaire et stratégique. C'est quelqu'un qui vit dans le monde des sociétés militaires privées qu'on appelle encore les sociétés mercenaires. Un peu comme la société GEOS du général Didier Castres qui a avoué le 7 février 2024 devant la commission de l'Assemblée nationale que GEOS contrôlait désormais le port autonome d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan et pratiquement toute la région de l'Omo Nord où allaient être reconvertis des mercenaires en civil pour camoufler la présence militaire occidentale en Côte d'Ivoire. Donc, voilà d'abord ce qu'il est. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet homme-là, qui fait partie de ceux qui ont pendant très longtemps dit que la Russie allait perdre, qui ont proclamé que la Russie n'était pas capable de faire face à la coalition otanienne et donc à l'Ukraine. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de trouver cet élément de presse dans lequel le général Trinquant lui-même nous donne les éléments objectifs en tant qu'officier militaire. Il nous donne les éléments objectifs de la défaite de l'Ukraine. Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est lui. Je vais simplement commenter ses propos en faisant un rapprochement avec la situation de la relation ukraino-africaine. Car l'Ukraine a assumé, il y a quelques semaines, le fait d'avoir participé au mois de juillet 2024 aux opérations terroristes qui ont permis le massacre de dizaines de soldats maliens à Tinzawatène. On va se poser la question de savoir comment un pays qui est dans l'état dont nous parlera le général Trinquant, comment ce pays-là peut se permettre d'agresser l'Afrique. Et ce sera le point de conclusion sur ce deuxième point. Je commence par donner la parole au général Trinquant parce que vraiment, il a abordé le sujet en long et en large, en disant autant de vérités qu'il peut et de contre-vérités tout naturellement qu'il peut. Pour les contre-vérités, on est habitué avec lui. Il n'a jamais tout à fait dit la vérité, puisqu'il est chargé de défendre le point de vue de son camp. Je vais lui donner la parole. Je vous mets le haut-parleur. Elle a lancé une offensive sur tout le monde dans la région de Kursk. Très bien. Elle est en Russie. Je rappelle que la Russie n'avait pas... Depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été vraiment un choc. Mais en revanche, elle recule pas mal dans le Donetsk. Et je pense que Poutine veut aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire les 4 oblats, les annexer. Et là, je pense que monsieur Zelensky lui-même avait dit il y a assez longtemps, ça sera très difficile de reconquérir. Zelensky lui-même avait dit il y a assez longtemps, ça sera très difficile de reconquérir et on peut encore plus. Volodymyr Zelensky, c'est ça, qui est à Paris aujourd'hui. Est-ce qu'il a perdu la guerre? Je dirais que la situation est mauvaise actuellement pour l'armée ukrainienne. Ah bon? Elle a lancé une offensive qui a surpris tout le monde dans la région de Kursk. Très bien. Elle est en Russie. Je rappelle que la Russie n'avait pas été envahie depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été vraiment un choc. Mais en revanche, elle recule pas mal dans le Donetsk. Et je pense que Poutine veut aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire les 4 oblats, les annexer. Et là, je pense que monsieur Zelensky lui-même avait dit il y a assez longtemps, ça sera très difficile de reconquérir et on peut encore plus de le garder, parce qu'il n'y aura plus que des populations russophones. Mais là, il a besoin de soutien dans cette période. Depuis plusieurs mois, on disait l'Ukraine est en train de perdre. Kursk nous a fait espérer qu'on pouvait renverser la donne. Mais en fait, ça produit pas vraiment d'effet. Et les Russes continuent à progresser. Donc, il vient chercher du soutien dans cette période cruciale, le mois qui précède les élections américaines, puisqu'on sait que M. Trump dialogue toujours avec M. Poutine, au passage, ce
qui est assez surprenant, et que il va régler le problème en 24 heures. Donc ça veut dire que Zelensky est prêt à négocier et perdre des morceaux de son territoire? Alors je ne sais pas s'il est prêt, mais moi, observateur, je dis qu'il faut s'y préparer. Ah. Des chiffres... Ça se passerait quand? Ça pourrait se passer quand? Alors, on aborde une période où la pluie va venir, la boue va s'installer, donc les manœuvres sont moins possibles. Voilà. Vous savez qu'on est en train de former, en France singulièrement, une brigade ukrainienne, mais ailleurs, il y a d'autres brigades ukrainiennes, donc il y aura des renforts qui pourront arriver, et décembre-janvier, pas avant. Donc, pendant l'hiver, il peut se passer des choses, parce que je rappelle que là, le sol, normalement, on va voir si le réchauffement climatique me dément, mais le sol est gelé, et donc on peut progresser. Donc je pense qu'à ce moment-là, peut-être que l'Ukraine peut essayer d'inverser quelque chose pour arriver en position moins mauvaise à la négociation. Mais pour revenir à votre question, pourquoi est-ce qu'ils veulent négocier? Parce que l'Ukraine est un pays démographiquement en train de mourir. Ah bon? 90 millions d'habitants en 90, 35 millions d'habitants aujourd'hui, 35 millions aujourd'hui, et en plus, un nombre de morts incalculable. Ah bon? Donc, avec un taux de fécondité le plus bas d'Europe. Donc ça veut dire que c'est un pays, s'il regarde, dans 30 ans, il y aura pas grand monde, quoi. Donc il a intérêt aujourd'hui à dire, on arrête ça, on se retourne vers l'Europe, l'Europe nous a ouvert les bras, on va négocier, et ça correspond à notre vision politique des choses, la démocratie, et non pas ce qui se passe en Russie. Je vous remonte la photo que vous commentez, Jean-Michel. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux hommes demain? Poutine et le président iranien. C'est ce que j'appelle l'axe. Vous savez, on avait parlé l'axe du mal. L'axe du mal. En 2002-2003, c'était Irak, Iran et Corée du Nord. Les Américains ont fait l'erreur magistrale d'attaquer l'Irak. Ah bon? La Corée du Nord n'avait pas l'arme nucléaire. Et maintenant, elle a l'arme nucléaire. Et l'Iran n'a pas l'arme nucléaire aujourd'hui, mais en passe de l'avoir. Ah bon? Il y a eu probablement un essai nucléaire la semaine dernière. Donc, ils vont en parler. Comment on le sait? Parce que les sismologues arméniens ont vu un tremblement de terre dans une zone désertique proche des centres d'essai iraniens. Et comme vous le savez, les tremblements de terre, ça s'annonce, et puis il y a des répliques après. Là, pas du tout. Il y a eu un seul tremblement de terre sans réplique. En 4,4 sur l'échelle de Richter. Et donc, ça fait penser que ça pourrait être... Alors, ça veut pas dire qu'ils ont l'arme, hein. Ils ont peut-être fait un essai, mais ils sont peut-être pas capables de mettre une bombe nucléaire sur une fusée. Et donc, là, il y a un axe du mal évident entre Moscou, Téhéran et la Corée du Nord. Votre livre est... Comment? C'est rassurant. Votre livre est passionnant car il parle de routes, il parle de frontières, qu'elles soient terrestres, aériennes ou maritimes. Tout est question de route et tout est question de frontières en fait. Bon, je m'arrête là. Donc, je voulais que vous écoutiez cet extrait où le général Trinquant, qui nous avait pourtant annoncé le contraire. Hein. Moi, j'ai suivi beaucoup de ses émissions sur LCI où il était sûr que la Russie allait perdre la guerre, comme beaucoup de ces experts qui passaient sur LCI, nous ont toujours dit ça, la Russie va perdre. Et puis là, maintenant, l'Ukraine va perdre. Mais c'est toujours eux qu'on invite. Moi, je me demande quand même, les chaînes de télévision, pourquoi elles ne tirent jamais les conséquences de l'inconséquence des experts qu'elles invitent? Vous avez un expert qui arrive en 2022, toute l'année 2022, il vous dit A va battre B. 2 ans plus tard, B bat A. Vous l'invitez encore. Et il vient vous dire B va battre A. Et il ne vous explique pas pourquoi. Il a d'abord dit que A allait battre B. Maintenant que B est en train de battre A. Est-ce que ce genre de type mérite d'être invité 2 fois? C'est là que vous vous rendez compte que l'information est tellement maltraitée maintenant dans les médias mainstream. Ça, c'est la première chose. Mais malgré tout, je retiens de l'intervention du général Trinquant qu'il est convaincu que l'Ukraine a perdu la guerre, que l'Ukraine va perdre la guerre. C'est ce que nous dit le général Trinquant, expert au père de LCI. Moi, je ne suis pas général. Je me base sur l'avis de quelqu'un qui, au départ, pensait le contraire et qui maintenant est convaincu du contraire de ce qu'il pensait, de ce qu'il disait. Bon. Mais il y a une autre information qu'il nous donne. C'est que une espèce de compte à rebours a commencé pour l'Ukraine
en raison des élections aux États-Unis. Parce que si Donald Trump venait à gagner l'élection présidentielle américaine, la politique ukrainienne des États-Unis changerait. Donald Trump étant pour une négociation directe, un dialogue direct avec le président Poutine, dialogue qui consisterait à abandonner le Donbass, c'est-à-dire la partie russe, on va dire russophone de l'Ukraine, à la Russie, et à rabattre la partie non russophone de l'Ukraine vers l'Europe, vers la Pologne, et à mettre en place une zone, en quelque sorte, intermédiaire de non-agression. Cette solution-là est celle que le président Trump va proposer, et il l'a déjà dit. Il a dit, je stopperai la guerre en 24 heures. J'appellerai le président Poutine, et avec lui, je m'entendrai. C'est-à-dire, en fait, globalement, Donald Trump dit qu'il va retirer le soutien des États-Unis à l'armée ukrainienne et obtenir en échange que la Russie stoppe ses ambitions de conquête en Ukraine au Donbass, c'est-à-dire à la partie russophone de l'Ukraine. Voilà ce que dit Donald Trump. Donc, si l'Ukraine est pressée d'aller à la négociation, c'est parce qu'elle a sur le dos l'élection américaine qui avance. Alors, parlons un peu de l'élection américaine. Contrairement à ce que disent beaucoup de médias mainstream en Occident, c'est Donald Trump qui est le mieux placé pour la gagner. Et la preuve, c'est que Mme Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente sortante des États-Unis, a été obligée d'aller sortir tous les vieux dinosaures de la politique américaine, Barack Hussein Obama, Bill Clinton, tous ces gens-là ont été tentés de rattraper son lourd retard dans les... D'accord? Mes amis côté Facebook, est-ce que vous pouvez faire un tour de partage, s'il vous plaît? Partagez l'émission. On essaye de nous stopper. Vous êtes plus de 1000 sur Facebook. Est-ce que vous pouvez faire plusieurs partages de cette émission? Vous êtes maintenant près de 1500 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de partager l'émission, s'il vous plaît. Vous êtes également plus de 1200 visibles sur TikTok. Je pense que ça veut dire que vous êtes plus de 20 000 sur TikTok. En moyenne, quand vous paraissez plus de 1500, c'est que vous êtes en réalité 20 000 spectateurs au moins sur TikTok. Est-ce que vous pensez à partager l'émission sur TikTok, mes chers amis? N'oubliez pas de partager sur votre réseau. Et puis, n'oubliez pas, j'en profite pour lancer ce message une fois de plus à nos amis côté TikTok. Nous avons des centaines de milliers d'amis sur TikTok. D'ailleurs, comme nous en avons des centaines de milliers sur YouTube, je vous demande, vous aussi, les centaines de milliers de nos amis sur Facebook, d'accélérer votre abonnement à la chaîne YouTube. Je vous ai expliqué l'objectif. La chaîne YouTube Université libre de l'Afrique des libertés a besoin de votre mobilisation. Même si vous êtes abonné ici, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok, abonnez-vous aussi sur la chaîne. Nous devons atteindre une masse critique avant le grand procès que la France-Afrique nous fait le 28 novembre. La dictature de M. Macron nous traîne en justice. Il faut que ce procès soit suivi sur des chaînes, sur une chaîne au moins à 1 million de spectateurs. Je compte sur vous. Et vous êtes très nombreux sur TikTok. Sur mon ancien compte TikTok qu'ils ont attaqué, en même temps que le compte YouTube d'avant, vous étiez plus de 200 000. Donc, il faudrait juste que vous fassiez un effort, les 200 000 que vous étiez, de prendre aussi, d'aller vous abonner. S'abonner, c'est juste cliquer sur la cloche d'abonnement. Vous allez sur YouTube, la chaîne s'appelle Université libre de l'Afrique des libertés, sur YouTube. Vous allez voir la chaîne, vous cliquez juste dessus. Et vous vous abonnez. Nous devons aller très vite et réaliser de grands événements de communication sur cette chaîne. En même temps que nous allons continuer à croître grâce à votre soutien sur YouTube et sur Facebook. Mais je continue mon analyse. Kamala Harris n'est pas bien partie aux États-Unis, contrairement à ce qu'on nous raconte dans la plupart des médias en Occident. Elle est tellement mal partie qu'elle a été obligée de sortir des placards, Barack Hussein Obama, Bill Clinton, tout ce qu'elle peut. Or, Barack Hussein Obama et Bill Clinton, ils traînent des casseroles énormes. Bill Clinton, pour ce qui est de la période de la guerre contre la Serbie, et Hussein Obama, lui, il a la responsabilité de la déstabilisation de l'Afrique. Cette responsabilité, les Africains du continent et des diasporas doivent la lui faire porter, mais c'est aussi la responsabilité de nos frères et sœurs africains-américains de mettre Obama devant ses responsabilités envers le continent natal de l'homme. Cet homme a mené
à la tête de l'OTAN, la coalition qui a mis l'Afrique à feu et à sang jusqu'à ce jour. Et les Africains peinent à comprendre cela et continuent à écouter Obama comme si c'était le Père Noël. Obama est l'un des plus grands responsables de la déstabilisation africaine contemporaine. C'est lui qui, avec Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Bokcha et David Cameron, ce sont eux qui ont détruit la Libye, bombardé la Libye pendant 6 mois, avec justement Hillary Rodham Clinton, la femme de Bill Clinton. Et ce sont eux qui ont permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer. Je vous ai commenté un documentaire poignant de Arte ici. Ce sont eux qui ont permis l'invasion du Sahel par les troupes terroristes, puisqu'ils voulaient imposer leur base militaire au Sahel. Vous avez donc appris pourquoi ils s'acharnent contre le Mali. Parce que le Mali a refusé l'installation de la base militaire du commandement de l'OTAN, AFRICOM. Le Mali avait été choisi pour être la capitale de l'armée de recolonisation américaine et otanienne du continent. Le Mali a dit non. Et voilà pourquoi il est considéré comme la cible privilégiée des frappes de ces organisations qui ont justement agi avec l'OTAN contre Kadhafi en Libye. Donc, il faut que les Africains et les Africaines aient le courage de regarder qui est Barack Obama en face. Je trouve que nos frères africains-américains, en général, et Africains d'Amérique en particulier, sont encore aveuglés. Quand il est question d'Obama, certes, et j'ai appris à le savoir, il y a des réalités de la politique intérieure américaine qui priment parfois sur les réalités de la politique extérieure des États-Unis. Par exemple, d'un certain point de vue, les démocrates américains sont à l'avant-garde de tout ce qu'il peut y avoir comme avancée sociale, comme facilité sociale, comme intégration, comme aide aux sans-papiers, etc. C'est vrai. Donc, il y a une grande sensibilité du Parti démocrate pour les défavoriser. Une plus grande sensibilité, en général, que chez les républicains. Ok, d'accord. Mais enfin, pour un Africain américain qui a une conscience historique, mieux pour un Africain d'Amérique, parce que c'est pas la même chose. Un Africain américain, c'est un descendant d'esclaves noirs des États-Unis. Alors qu'un Africain d'Amérique, c'est un ressortissant d'un pays africain qui est allé s'installer aux États-Unis. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Africain américain et Africain en Amérique. Bon. Alors, donc, il y a quand même un point commun qui devrait rassembler la conscience noire américaine. C'est une très grande sensibilité envers les injustices que subit l'Afrique. La traite négrière a été une injustice contre l'Afrique et ses populations déportées, justement. La colonisation aussi, la néocolonisation, mais aussi les attaques impérialistes. J'observe quelque chose qui me choque. Tout se passe comme si pour nos frères africains américains, et même parfois africains d'Amérique, tant que c'est l'Amérique qui agresse l'Afrique, c'est normal. Comme si ils avaient pactisé avec l'oligarchie capitaliste, occidentale américaine, nord-américaine, pour soumettre l'Afrique. Au point que, dans les missions les plus scabreuses de l'OTAN contre l'Afrique, on envoie toujours des officiers noirs. On utilise les noirs pour venir coloniser les noirs. Un peu comme on a utilisé les tirailleurs sénégalais pour attaquer le reste de l'Afrique, l'Afrique noire, sous la barbarie coloniale française. Regardez bien, on envoie le général Langley, un noir américain. C'est lui qu'on envoie expliquer qu'il faut que les Africains acceptent de nouvelles bases américaines. Est-ce que vous saviez combien de bases américaines il y a dans le monde? Est-ce que vous savez combien de bases militaires américaines il y a dans le monde? Peut-être que vous ne le savez pas. Ça aussi, je vais vous le faire savoir. Je vais donner la parole ici à quelqu'un qui nous a fait le bilan de cette affaire. Je vous ai publié une très courte vidéo, d'un analyste sur cette affaire des bases militaires américaines dans le monde. C'est juste scandaleux. Je vais vous montrer l'intervention de ce monsieur. 800 bases militaires ici dans le monde entier réparties sur 177 pays. Là, vous en avez juste un aperçu. Et ces bases militaires donc emploient 200 000 hommes. C'est à peu près 10% de l'armée américaine qui est répartie dans ces bases militaires. Alors, ces bases militaires, c'est pas pour répandre la liberté, la démocratie, tout ça, pas du tout. Les bases militaires, c'est fait pour maintenir la pression sur un pays. Ça permet de négocier des matières premières à des bons prix. Ça permet aussi de contrôler le gouvernement des pays, peut-être de renverser aussi certains gouvernements. Ça permet d'asphyxier, de mettre un embargo
sur un pays pour faire une pression politique, et ça peut servir aussi de base arrière pour attaquer d'autres pays. Ça, les Américains l'ont fait très fréquemment. C'était la technique de l'Empire romain. Hein. Il y a 2000 ans, l'Empire romain faisait ça tout autour de la Méditerranée. Regardez ici en France. En France, il n'y a pas de base militaire parce que Charles de Gaulle, président à l'époque, dans les années 60, est sorti du commandement intégré de l'OTAN et donc a refusé que les Américains installent des bases. De Gaulle était viscéralement contre l'Empire américain et contre l'emprise des Américains. Il voulait préserver l'indépendance de la France. En Allemagne, en revanche, il y a 26 bases militaires en Allemagne. Ça, c'est l'histoire aussi. C'est à l'époque, ça date de l'époque où l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est qui était sous l'influence de l'Empire soviétique, de l'Union soviétique, et à l'Ouest, vous aviez l'Allemagne de l'Ouest qui était sous le contrôle de l'Occident et surtout le contrôle américain, d'où toutes les bases militaires là. Et regardez, on parle beaucoup de l'Iran en ce moment. Autour de l'Iran, regardez toutes les bases américaines. Il y en a énormément en Arabie Saoudite, ça on sait que ce sont l'Arabie Saoudite et l'allié des Américains depuis très longtemps, depuis 1945. Et il y en a beaucoup en Afghanistan qui ont été implantés, notamment depuis la guerre d'Afghanistan. On commence à comprendre pourquoi ils sont restés 20 ans en Afghanistan. Et puis ça d'ailleurs, cette image-là, c'est une blague, c'est écrit en anglais. Vous voyez, il y a écrit « L'Iran veut la guerre ». Ben oui, parce que regardez, l'Iran a mis son pays autour des bases militaires américaines. Petite joke, évidemment, très ironique. Par rapport aux 8... Donc, je m'arrête là. Alors, cette personne-là, qui parle avec beaucoup de courage, du courage du général de Gaulle, qui a refusé la colonisation militaire américaine, n'a pas le courage de dire que la France maintient des bases militaires en Afrique. Le même de Gaulle qui a refusé que les États-Unis maintiennent leurs bases militaires en France ne s'est pas gêné pour maintenir 15 pays africains dans un précaré quadrillé par des bases militaires. Et quand aujourd'hui, nous demandons ici en France, aux autorités françaises, du gouvernement Macron, de retirer les bases militaires françaises en Afrique, on nous présente comme des haineux. En quoi sommes-nous haineux? Quand De Gaulle demandait aux États-Unis de ne pas installer leurs bases en France, est-ce qu'il était haineux? Là, c'est un héros. Là, c'est un grand défenseur de la France, n'est-ce pas, le général de Gaulle? Quand moi, je dis, mais je demande pour l'Afrique ce que De Gaulle demandait pour la France. Je demande pour l'Afrique la souveraineté que De Gaulle a demandé pour la France. De Gaulle a exigé des Américains qu'ils retirent leurs troupes. Il a refusé que la France, à son époque, soit intégrée dans le commandement de l'OTAN. Mais aujourd'hui, nous, Africains, nous demandons pour l'Afrique ce que De Gaulle demandait pour la France. Les Françaises et les Français devraient être les mieux placés pour comprendre la revendication africaine. Comment se fait-il que l'Afrique demande aujourd'hui, ses populations, ses gouvernements panafricanistes demandent aujourd'hui le retrait de toutes les bases militaires de l'OTAN, le retrait de toutes les bases militaires françaises du sol africain, et que cela passe pour de la haine. Alors que quand De Gaulle le demandait pour la France, cela passait pour un acte héroïque, un acte de grandeur et d'amour de sa patrie. Pourquoi nous, Africains, ne devrions-nous pas aimer l'Afrique comme De Gaulle aimait la France? Et puis aimer son pays, est-ce forcément soutenir le droit de ce pays à écraser le droit des autres? Non. Il n'y a aucune façon d'aimer son pays qui consiste à soutenir le droit de son pays d'écraser les autres. C'est pas de l'amour. C'est en réalité là une relation morbide. C'est du sadisme. Le nationalisme, d'une certaine façon, le patriotisme déplacé, c'est la guerre. C'est la guerre contre les autres, pour les piller, pour les soumettre, etc. Mais alors donc, ce monsieur parle très bien des 800 bases, plus de 800 bases militaires américaines dans le monde, qui permettent en fait à l'armée américaine et aux autorités américaines de terroriser la planète tout entière. Il en parle et il oublie de parler des bases militaires françaises qui persistent en Afrique, alors que c'est le même but. On peut exactement faire les mêmes observations sur l'installation militaire de la France en Afrique depuis les pseudo-indépendances de 1960. Alors, je me demande comment des experts peuvent critiquer l'impérialisme américain alors qu'ils ne se sont pas débarrassés du néocolonialisme français. Les gens ne voient pas cette contradiction, à pointer du doigt comme ça la Russie, à pointer du doigt comme ça les États-Unis, alors même qu'ils n'ont pas fini de se laver les mains du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme français. C'est une honte. Mais enfin, pour revenir à notre sujet, les États-Unis risquent de voir Donald Trump, en tout cas, il est probable que Donald Trump batte Kamala Harris. Et d'ailleurs, si Kamala Harris a remplacé
Joe Biden, c'est parce que Joe Biden, c'était sûr que Donald Trump allait le battre. C'est parce que les démocrates ont vu venir avec évidence une sévère défaite électorale qu'ils ont à la hâte, eh bien, poussé Kamala Harris devant. Mais les sondages et les contre-sondages n'indiquent pas que Kamala Harris soit capable, a priori, de battre, justement, Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump, qui est un personnage excentrique, dont je n'apprécie par exemple pas les positions dans le conflit au Moyen-Orient, Donald Trump a la particularité d'avoir un certain respect pour un certain nombre de souverainetés. Pour des puissances comparables à celles des États-Unis, sa posture n'est pas de passer à l'attaque, mais d'affirmer les intérêts américains et d'essayer de les préserver au mieux. Dans le cas d'espèce, il ne veut pas faire la guerre avec la Russie. Mais alors, la question est la suivante. Nous, Africains, avons-nous, oui ou non, intérêt à ce que une puissance occidentale ne veuille pas faire la guerre avec la Russie? Avons-nous, oui ou non, intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre la Russie et les puissances de l'OTAN? Quel est notre intérêt, nous, Africains? Je réponds d'une manière très ferme. L'Afrique n'a aucun intérêt à voir et à participer au déclenchement d'une guerre mondiale entre les grandes puissances de l'OTAN et celles, justement, du bloc de Shanghai, c'est-à-dire entre d'un côté les puissances de l'OTAN conduites par les États-Unis et les puissances du bloc de Shanghai conduites par la Russie et la Chine. L'Afrique n'a aucun intérêt dans une telle guerre. Pourquoi? La raison est évidente. Ce sera une guerre nucléaire. Et dans une guerre nucléaire, nous sommes tous embarqués. N'oubliez pas que les Africains ne vivent pas qu'en Afrique. Et les Africains vivent dans tous les continents. Une guerre nucléaire signifie le risque d'extinction de toute la civilisation, donc y compris des Africains. Il faut que les Africaines et les Africains comprennent que la paix mondiale n'est pas une option, c'est une nécessité. La paix mondiale entre ces grandes puissances nucléaires, elle n'est pas une option. On ne peut pas la considérer comme une possibilité, non. C'est une nécessité. On doit la rechercher de façon nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que les conséquences de la guerre sont de nature à mettre fin à la vie et la mort. Je dis souvent que la guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale nucléaire signifie la mort de la mort. Parce qu'il n'y aura personne pour pleurer les morts. Et nous, Africains, qui appartenons à une tradition de transmission de la vie, à une tradition selon laquelle la terre est un lieu où les âmes accèdent à la forme humaine pour se préparer à la forme ancestrale et angélique. Nous qui avons compris cette finalité traditionnelle de la terre, spirituelle de la terre, comme atelier de métamorphose des âmes, de la forme animale à la forme humaine en vue de la forme ancestrale et angélique. Nous ne voulons pas que soit détruit le berceau des âmes que le Tout-Puissant nous a provisoirement accordé. Nous qui avons compris la vocation de la terre, littéralement un atelier à produire des dieux, c'est-à-dire des serviteurs spirituels du Tout-Puissant. Nous qui avons compris cela, nous ne pouvons pas être du côté de l'incitation à la guerre. Je vois souvent les Africains qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui disent qu'il faut y aller, il faut que la Russie, par exemple, ceux qui sont pro-russes, il faut que la Russie étale les États-Unis, ceux qui sont pro-américains, il faut que les Américains étalent les Russes, ceux qui sont pro-chinois, il faut que les Chinois étalent. Mais écoutez, aucun de ces schémas n'est à l'avantage de l'Afrique. Parce que dans cette affaire, les Africains ne seront que des victimes. Ils ne seront même pas du côté des acteurs. Vous ne pouvez pas vouloir d'une troisième guerre mondiale dans laquelle nous serons des victimes passives de la barbarie, des puissances entrant en collusion frontale et faisant exploser le cadre de notre vie à tous. Voilà pourquoi il est important que les Africains pèsent de tout leur poids pour que il n'y ait pas de guerre ouverte entre l'OTAN et le bloc de Shanghai. La diplomatie africaine doit travailler en ce sens. Elle doit parler à toutes les parties. Elle doit inciter toutes les parties à prendre conscience de la vocation traditionnelle de la terre. C'est une responsabilité immense que les Africains ont. Et c'est la raison pour laquelle les Africains doivent aussi aller vers la conquête de l'armement nucléaire. Parce que
Pour que tu dises aux autres de ne pas utiliser l'arme nucléaire, il faut déjà l'avoir. Pour que tu sois sûr de pouvoir parler fermement aux autres à propos de l'arme nucléaire, il faut l'avoir. Alors, dans son propos, le général Trinquant a dit autre chose qui est très intéressante. Vous avez vu la réaction récente d'Israël, de l'Iran face à Israël au Moyen-Orient, avec la fameuse attaque à plus de 200 missiles contre Israël, qui est l'attaque la plus impressionnante dans le domaine de la guerre de missiles entre Israël et un pays au Moyen-Orient, depuis même qu'Israël existe, nous dit-on. Il est question, depuis cette attaque, qui est en fait une réplique iranienne à plusieurs frappes israéliennes sur le sol iranien, à plusieurs assassinats ciblés de dirigeants iraniens, etc. Après cette attaque, on a entendu le premier ministre israélien Netanyahou dire que Israël allait répliquer sévèrement. Et c'est vrai que le monde entier était suspendu et demeure suspendu aux lèvres d'Israël. Mais il y a une information que nous donne le général Trinquant. Vous avez bien entendu le général Trinquant dire que les Iraniens, sans doute pour dire à Israël ce qui pourrait l'attendre, ont procédé à un essai nucléaire qui a provoqué un tremblement de terre de 4,4 à l'échelle de Richter. Ils ont testé une bombe nucléaire. Et les sismologues, c'est-à-dire les spécialistes de la mesure des séismes en Arménie, ont capté les vibrations de cette explosion. Ce qui leur a permis de savoir que c'était sans doute un essai nucléaire, c'est le fait que ça ne s'est pas comporté comme un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, il y a toujours ce qu'on appelle des répliques après. Or, quand il n'y a pas de réplique, ça veut dire que la cause de la secousse de l'écorce terrestre, cette cause était artificielle. Donc, qu'a fait l'Iran pour envoyer un message sévère à Israël? Vous avez bien entendu le message de l'Iran? L'Iran a testé sur son propre sol une arme nucléaire. Il a testé une bombe nucléaire. Il a fait un essai nucléaire sur place. Le général Trinquant nous disant que la question qui reste en suspens, c'est de savoir si les Iraniens peuvent mettre une charge nucléaire sur un missile et l'envoyer sur Israël. Alors, moi je pense que si les Iraniens ont fait ce test nucléaire, c'est pour dire à Israël qu'ils seraient capables de lui envoyer un missile nucléaire. Et si jusqu'à ce jour, l'armée américaine ne s'est pas amusée à attaquer la Corée du Nord, c'est parce qu'elle sait que Kim Jong-un a les moyens de faire voyager des munitions nucléaires sur des missiles. La question que nous, Africains, devons nous poser, c'est, au regard du rapprochement fort entre l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, qui peut nier que l'Iran soit en capacité de se défendre nucléairement? Qui peut nier que ce soit parce que l'Iran serait en capacité de se défendre nucléairement que Israël mesure ses coups? Et nous, Africains, qu'est-ce que nous en tirons comme conséquence? Je conclus ce point. Au moment où M. Zelensky est en train de perdre la guerre face à la Russie, il s'exerce encore à impressionner dans une autre partie du monde, c'est en Afrique. Son armée a participé aux côtés des groupes terroristes à l'attaque contre le Mali. Qu'est-ce qui peut expliquer que M. Zelensky, en train de perdre sa guerre en Europe, vienne au Mali s'essuyer littéralement les pieds sur la tête des Africains? Qu'est-ce qui peut expliquer que cet homme, qui a ouvertement assumé sa participation à l'activité terroriste contre le Mali, eh bien, on lui déroule le tapis rouge en Europe. Là, on lui a déroulé le tapis rouge en France, sans tenir compte des aveux de ses diplomates. Je voudrais vous poser la question. Ceux qui auraient encore des doutes sur le fait que l'OTAN, en fait, soutient les groupes terroristes qui attaquent l'Afrique, qu'ils m'expliquent s'il y a quelqu'un qui ignore le fait que Zelensky, à travers ses collaborateurs, a revendiqué d'avoir participé à une opération contre le Mali en association avec les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. C'est bien ce Zelensky-là que nous voyons à Paris avec un tapis rouge, non? C'est-à-dire que quelqu'un qui revendique d'avoir attaqué le Mali en coaction avec les groupes terroristes est bien accueilli à Paris, non? Mais qu'est-ce que vous avez besoin comme preuve? N'est-il pas bien accueilli à Washington? Est-ce que l'Ukraine a été censurée par les pays européens en raison de sa participation active au terrorisme en Afrique? Le Mali est allé à l'ONU et a porté plainte contre l'Ukraine en se basant sur les aveux de l'Ukraine eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un seul des pays occidentaux qui a voulu tenir compte des aveux ukrainiens? L'Ukraine dit, j'ai été avec Al-Qaïda et l'État islamique attaquer le Mali. J'ai tué des soldats maliens.
et accessoirement des soldats russes. Je les ai tués dans le territoire du Mali. Je suis entré avec mon armée dans le territoire du Mali pour tuer les Maliens chez eux. L'Ukraine le dit et son chef est bien accueilli partout chez des nations qui prétendent qu'elles étaient en Afrique, qu'elles sont en Afrique pour combattre le terrorisme. Je pose ce soir la question aux Africaines et aux Africains. Je pose la question aux Occidentaux qui maintenant font suivre mes émissions et notamment, je pose la question au gouvernement français qui fait écouter mes émissions par la police. Est-ce que vous savez que M. Zelensky, à travers son administration, a revendiqué la participation de l'Ukraine à l'attaque terroriste de Tinzaouaten contre l'armée malienne? Est-ce que vous le savez? Oui. Quand vous le recevez sur tapis rouge à Paris, quel est le message que vous envoyez aux Africains? Puisque pour l'Afrique, Zelensky est un terroriste. Je ne parle pas du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, YouTube, par exemple, mentionne très clairement qu'il ne faut pas prendre position contre l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, sur ses plateformes. Ça fait partie du règlement de YouTube. Hein. Donc je dis bien ici que je ne suis pas en train de prendre position sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine ici. Mais je prends position sur le conflit entre l'Ukraine et l'Afrique. Et je dis ceci au monde entier. L'Ukraine a ouvertement revendiqué sa participation à l'attaque terroriste contre l'Afrique. À l'attaque terroriste de Tinzaouaten des 25, 26, 27, 28, 29 juillet 2024. Cela a été revendiqué par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Cela a été revendiqué par un haut responsable du système sécuritaire ukrainien. Aucun dirigeant occidental ne peut prétendre ne pas savoir que l'Ukraine a revendiqué sa participation aux opérations terroristes contre le Mali. Aucun dirigeant occidental ne peut prétendre ne pas avoir entendu la plainte du Mali à l'ONU pour cela. Alors, lorsque l'Occident continue à offrir le tapis rouge à M. Zelensky, quel est le message que l'Occident envoie à l'Afrique? C'est un message très clair. Nous soutenons un pays qui est ouvertement engagé aux côtés des terroristes contre les Africains. Je voudrais que les Africains notent cela sous forme de phrase sous cette vidéo. L'Afrique reçoit 5 sur 5 le message suivant de l'élite politique occidentale. Bien que nous sachions que Zelensky et le gouvernement ukrainien actuel ont ouvertement assumé leur participation aux attaques terroristes contre l'Afrique au Mali en juillet 2024, nous, pays occidentaux, continuons de soutenir l'Ukraine. Nous envoyons par là à l'Afrique le message suivant. Nous soutenons une puissance qui assume sa participation à l'agression terroriste de l'Afrique. Ce qui veut dire que nous sommes en réalité une coalition qui terrorise les Africains. Parce que l'Ukraine, qu'est-ce que c'est? L'Ukraine est le protégé de l'OTAN. Donc l'Ukraine a agi et l'Ukraine est soutenue par l'OTAN pour cela. Et tout le monde voit donc très bien que qui attaque l'Afrique? C'est très simple, c'est l'OTAN. Et cela depuis notamment le saccage de la Libye, l'assassinat de Kadhafi. La grande opération d'attaque contre l'Afrique qui a été appelée par le documentaire de Arte que je vous ai commenté le week-end passé, la recolonisation. C'est une opération de l'OTAN. Et il était important de dire qu'on a reçu 5 sur 5 le message de l'Occident à l'Afrique, à travers son soutien à Zelensky, après les événements de juillet 2024. Personnellement, en tant qu'Africain, eh bien, je considère que tous les gouvernements occidentaux qui soutiennent M. Zelensky soutiennent le terrorisme en Afrique. Parce que si ces gouvernements étaient vraiment déterminés à ne pas soutenir le terrorisme en Afrique, elles ne soutiendraient pas un régime qui a officiellement revendiqué sa participation aux attaques terroristes en Afrique. C'est ce que moi je voulais dire. Et alors, l'Afrique doit en tirer une conséquence, c'est que les Africains doivent continuer à développer leur système de sécurité, à créer des organisations de sécurité intégrées, comme l'Alliance, les forces unifiées du Sahel, qui sont en cours. L'Afrique doit s'approprier l'industrie militaire. Et les Africains ne seront jamais en paix tant qu'ils ne posséderont pas suffisamment et en très bonne sécurité leur système nucléaire et leurs armes nucléaires tactiques et leurs armes nucléaires de dissuasion. Parce qu'on n'ose pas attaquer la Corée du Nord, parce qu'on sait que la Corée du Nord, si elle réplique, elle va faire très mal. Donc en fait, le respect s'obtient malheureusement dans ce monde par la crainte. Alors que dans le domaine moral, comme le dirait Emmanuel Kant, le respect,
c'est la pure reconnaissance de la dignité de la personne. Dans le domaine politique, le respect s'obtient par la crainte. Quand quelqu'un ne te craint pas, il ne te respecte pas. Donc l'Afrique ne sera pas respectée tant qu'elle n'est pas crainte. Des gens comme Zelensky continueront à venir s'essuyer les pieds sur les Africains tant que le continent africain n'aura pas développé une masse de puissance telle que un pays comme l'Ukraine ne s'aventure plus jamais sur notre sol continental. Voilà la leçon qu'il faut tirer de tout ceci, mais en même temps, on peut en profiter pour dire on a bien vu qui soutient l'Ukraine au moment où l'Ukraine avoue qu'elle participe aux attaques terroristes contre l'Afrique. Ah, je ne parle pas du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est une affaire russo-ukrainienne, ce conflit. Ou plutôt une affaire otano-russe. Je parle du conflit entre l'Ukraine et l'Afrique. Et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, alors même que l'Ukraine s'est auto-proclamé État terroriste en Afrique, sont donc des soutiens du terrorisme. C'est-à-dire que ce que le Mali, le Burkina, le Niger nous ont dit depuis plusieurs années, plusieurs mois, vient d'être encore abondé par une preuve supplémentaire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.